Merci. Alors, je vais essayer d'utiliser PowerPoint. Je ne suis pas très habitué, donc je vais essayer de faire avec. Je voudrais faire une autre précision, c'est que je ne vais pas parler que de l'individu, loin de là. En fait, je vais essayer justement d'avoir une approche un peu plus collective peut-être que ce matin, et de réfléchir aussi en particulier au mode d'organisation de la société, d'un point de vue un peu historique. Donc la démarche que je vous propose, c'est une démarche je dirais, de sociologie historique, mais appliquée au concept, qui va essayer de clarifier en particulier l'usage que nous avons fait collectivement, je dirais, au niveau des formes de conscience historique, c'est-à-dire collectivement et anonymement de ces notions, et puis l'usage que nous en avons fait, que certains en ont fait, des auteurs, par le passé ou des interprètes, des sociologues aujourd'hui. Et je vais essayer à travers cette clarification, j'espère, de problématiser la notion pour en faire une notion utilisable et pas simplement une notion passe-partout qui voudrait dire essentiellement tout ce qui est contemporain. Je vais faire une distinction très nette entre la notion de modernité ou du moderne et la notion du contemporain. Et je pense que c'est une distinction essentielle si on ne veut pas que moderne veuille juste dire le nouveau, tout ce qui change. Alors, je vais donc structurer mon propos en 4 parties, plus une introduction et une conclusion. Donc, en introduction, je voudrais essayer de vous présenter rapidement dans quel contexte sont apparues les notions qui ont déjà été évoquées ce matin de postmodernité et de postmodernisme. Je vais les distinguer dans un instant. Et pourquoi on s'est mis à parler de modernité avancée ou tardive, je vais essayer d'expliquer. Alors, en gros, je dirais que le contexte d'émergence, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce contexte d'émergence, on le trouve dans plusieurs champs, dans plusieurs domaines. Essentiellement le domaine de l'art, le domaine philosophique et le domaine politique. Dans le domaine de l'art, en fait, il y a toute une histoire, si vous voulez, de ce qu'on a appelé en histoire de l'art le modernisme, ou l'art moderne, qui démarre en gros dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce matin, Éric Fiat a cité Baudelaire. Baudelaire est l'un des premiers à utiliser la notion même de modernité au sens esthétique du terme. Quand il a cité d'ailleurs que la moitié de la citation, il a dit la modernité c'est le fugitif, etc. Mais il a oublié de citer l'autre moitié qui disait c'est la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Donc c'était une manière de souligner que la modernité pour Baudelaire c'est pas juste le changement, c'est pas juste le nouveau. En fait, Baudelaire justement thématise la question de l'actualité. Comment être un artiste moderne, ça veut dire comment être en prise avec l'actualité par exemple de la vie parisienne, et comment être capable de saisir dans cette actualité ce qui est digne de devenir éternel, c'est-à-dire ce qui est digne de passer à un usage esthétique, et ce qui est digne d'être retenu finalement par les siècles ultérieurs. Donc il y a déjà toute une démarche, la critique à l'égard simplement du changement, du flux du changement. C'est pas juste le changement, c'est bien une attitude à l'égard du changement. Et c'est très important parce que le modernisme va ensuite radicaliser cette posture de Baudelaire en oubliant la deuxième moitié, d'une certaine façon, de son approche. Baudelaire n'est pas quelqu'un qui valorise à outrance le changement, mais qui pense plutôt la question de l'actuel, tandis que ce qu'on appelle le modernisme en art, ça va être au contraire une radicalisation. Une radicalisation qui est associée à tout ce qu'on appelle le mouvement des avant-gardes dans différents champs artistiques, et notamment en peinture, mouvement qui va vers l'abstraction croissante. Alors, le postmodernisme a d'abord démarré en art et en architecture. En architecture, c'est encore postérieur, c'est plutôt le début du XXe siècle, ce qu'on appelle le modernisme, le mouvement moderne, qu'on associe notamment en France à Le Corbusier. Donc le postmodernisme, pour faire bref, c'est une réaction contre le modernisme. Et c'est une réaction qui va de pair avec le sentiment que le modernisme a épuisé son potentiel d'innovation. Ce mouvement postmoderne en art et en architecture donc démarre dans les années 50-60 et va s'accélérer ensuite dans les années 70. Ce mouvement est donc essentiellement au départ un mouvement qui se limite à l'art et à l'architecture, mais va embrayer sur ce premier mouvement un deuxième mouvement qui lui date des années plutôt 1970, qui est le mouvement philosophique, la contestation philosophique cette fois-ci de ce qu'on appelle en philosophie la philosophie moderne, c'est-à-dire essentiellement la philosophie du XVIIIe siècle. D'abord la philosophie de Kant notamment, qui est un peu la cible, et puis de Descartes dont on a parlé ce matin, cette philosophie qui se centre sur le sujet individuel et sur l'idée de la raison.
Donc, le postmodernisme en philosophie, c'est une réaction, c'est une critique de ce mouvement philosophique, et c'est une critique de ce mouvement philosophique qui va aller dans le sens de mettre en cause, comme ça a été dit ce matin à propos de Lyotard, toute une certaine façon de penser l'histoire en particulier, le thème du progrès, le thème de la révolution, le thème du mouvement permanent vers toujours mieux, et qui correspond de façon plus large au plan culturel, je dirais, un sentiment d'épuisement du thème du progrès, du thème de la révolution également. Donc il faut situer, je crois, ce mouvement philosophique dans un mouvement culturel plus large. Du point de vue sociologique, en tout cas, ça a du sens. Les philosophes ne sont pas des êtres isolés, ils participent eux-mêmes de leur époque. Et ce mouvement plus large, c'est un sentiment d'épuisement. On a parlé de rupture avec ce matin, on a parlé aussi de rupture. Il y a une rupture avec le thème de la rupture. Mais en disant ça, c'est qu'on n'est plus dans l'idée qu'il faut toujours aller plus loin, qu'il faut toujours aller de l'avant, qu'il faut toujours aller vers le plus pur, vers le plus rationnel, etc. Et du coup, le postmodernisme va valoriser le retour du passé, le retour de différentes formes issues du passé. On n'est plus dans l'obsession de la purification, de la rationalité, etc. Donc deuxième grand thème, deuxième grand courant, un courant plus politique, qui lui est beaucoup plus cantonné aux pays anglo-saxons et qui s'explique un peu par la configuration de ces pays-là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux à partir des années 60. Le mouvement féministe, le mouvement noir en sont les premières figures, mais ensuite il va y avoir beaucoup d'autres mouvements qui vont embrayer là-dessus. Et dans un premier temps, ces mouvements-là sont des mouvements pour l'égalité des droits, mais dans un deuxième temps, ils vont être des mouvements qui vont valoriser la différence, le thème de la différence. Et le thème de la différence va être un des thèmes centraux du postmodernisme politique. Le thème de la différence qui vient remplacer, qui vient contester finalement le thème de l'universel et le thème de l'égalité au sens de l'égalité des droits, l'égalité abstraite, l'égalité universelle. Ce thème de la différence, là encore, il faut l'ancrer, il faut le voir comme quelque chose qui aujourd'hui est omniprésent. Et par conséquent, il faut aller au-delà du postmodernisme comme moment de cristallisation militant, je dirais, pour vraiment voir que là encore, de la même façon qu'en philosophie, et de la même façon d'ailleurs qu'en art, on peut dire que ce mouvement postmoderne, il est un symptôme culturel d'une transformation en profondeur de notre rapport à l'histoire, de notre conscience historique, et que l'avènement de ces nouvelles appellations, de cette notion du post, elle est bien sûr un effet de mode à bien des égards, elle est bien sûr un ensemble de courants qui sont contestables à bien d'autres égards, mais en même temps c'est un symptôme de quelque chose qui a changé dans la conscience occidentale. En priorité dans la conscience occidentale. Après, il va y avoir des volets postmodernes dans d'autres régions du monde. Mais c'est d'abord né en Occident. Donc c'est une sorte de crise, je pourrais dire, justement, de la conscience moderne qui, elle, était née beaucoup plus tôt, qui est née... la périodisation n'est pas évidente, mais disons, ça a été dit après la Renaissance ce matin, moi je dirais plutôt au XVIIe siècle, mais peu importe, de toute façon les temporalisations sont très discutables. Mais en tout cas, il y a un processus, il y a une période qui met l'accent sur la notion de modernité avec un optimisme assez fort sur tout ce qu'on va pouvoir changer, et cet optimisme entre un peu en crise à la fin du XXe siècle. Et ce n'est pas seulement donc dans des champs spécialisés, c'est plus largement dans la culture occidentale. Donc voilà le contexte d'émergence du thème du post. Ce thème du post va susciter en retour une réflexion sur l'époque contemporaine, comment la penser, comment la nommer, et face à un certain nombre d'insatisfactions, d'autres personnes, d'autres auteurs vont plutôt chercher à dire il n'y a pas une rupture, il y a plutôt un renouvellement, il y a plutôt un point d'inflexion. C'est-à-dire que nous ne sommes plus effectivement dans la modernité telle qu'on l'a pensée jusque-là, mais non pas parce que nous serions passés à un au-delà de la modernité, parce qu'au fond, cette première modernité n'était pas finalement aussi accomplie qu'elle le paraissait, et que c'est seulement aujourd'hui, justement à partir de cette deuxième moitié du XXe siècle, que nous serions en mesure de vraiment saisir ce que signifie être dans une société moderne. D'où le thème de la modernité avancée. C'est le terme que je préfère parce que avancer, ça veut pas tout dire dans mon esprit plus établi ou plus approfondi, mais ça veut simplement dire la modernité qui vient en avant dans le temps. C'est pas un changer de jugement de valeur. Ceci dit,
la plupart des auteurs qui raisonnent en termes de deuxième modernité ont tendance à valoriser la période contemporaine, justement cette deuxième phase. C'est pour ça que j'emploie le terme avancé, parce qu'il y a une ambiguïté, et cette ambiguïté fait partie de la notion. Certains parlent plutôt de modernité tardive pour dire, c'est, comme on a dit, l'empire, le bas empire ou le haut empire, on peut dire de la même façon la haute modernité, la basse modernité. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le sentiment, dans tous les cas, quelle que soit la position occupée dans ce débat, la position qu'il y a quelque chose qui a changé. Je pense qu'il faut retenir ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le sentiment qu'il n'y a plus personne qui dit nous sommes dans la même chose qu'avant. Il y a vraiment une prise de conscience, un sentiment que quelque chose a changé, au plan culturel, au plan politique, au plan philosophique, dans tous les domaines. Et c'est ça qui est plus important à mes yeux aujourd'hui que la question de savoir si on dit post ou pas post. Je veux dire, les catégories, pour moi, c'est assez secondaire, je dirais. Ce qui est beaucoup plus important, c'est les formes de conscience historique qu'elles manifestent. C'est-à-dire, derrière les catégories qu'on emploie, on essaye de penser notre époque. Et penser notre époque, ça veut dire, en l'occurrence, penser une rupture ou un point d'inflexion, selon la posture qu'on adopte. Mais en tout cas, c'est penser qu'il y a quelque chose qui a changé. De la même façon que les hommes des temps modernes ont pensé qu'il y avait quelque chose qui changeait à leur époque. De la même façon que les hommes du XVIIIe siècle ont pensé qu'il y avait quelque chose qui changeait à leur époque. Alors, bien sûr, le problème, c'est comment éviter que ces termes ne changent sans arrêt de signification. Et ça, c'est un des enjeux, à mon avis, d'un usage intéressant ou possible du terme moderne. Je ne sais pas s'il faut continuer à utiliser ce terme. Personnellement, je l'utilise assez peu parce que je pense qu'il est assez problématique. Mais en tout cas, c'est l'enjeu, c'est peut-on lui donner un sens un peu stable. Alors, dans cette réflexion sur le temps présent, il y a également quelque chose d'important, c'est qu'il est à peu près impossible, il est très difficile en tout cas, de parler, d'employer ces catégories sans en même temps émettre un jugement de valeur. Pour une raison qui est facile à comprendre, c'est que nous sommes en même temps des observateurs et des participants de notre époque historique. Nous ne sommes pas extérieurs à ce que nous étudions. Et nous sommes impliqués dans ce que nous étudions. C'est-à-dire que ce que nous étudions nous importe. Notre époque nous importe. Nous y décelons des enjeux, nous y décelons des questions importantes. Par conséquent, nous avons tendance à prendre position et pas simplement à décrire. Il faut bien comprendre que le mot moderne ou le mot postmoderne ou toutes ces catégories-là ne sont pas de pures étiquettes transparentes qui décriraient le monde. Ce sont en même temps des manières de découper l'histoire et ce sont en même temps des manières de coder l'histoire. C'est-à-dire que dans toute analyse, dans toute interprétation, je dirais qu'il y a trois éléments. Il y a une explication, comment on explique là où nous en sommes. Il y a un codage, comment nous codons positivement, négativement ou de façon plus ambivalente. Et puis il y a un récit, parce que l'histoire, c'est toujours à la fois le matériau historique, mais aussi la manière dont on le met en scène et dont on le raconte. Donc on ne peut pas éviter d'avoir en même temps, tout le temps, une imbrication d'explication, de codage et de récit. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la sphère de la science pure et extérieure à son objet, on n'est pas dans le domaine de la science expérimentale, on est dans le domaine de l'interprétation historique. Alors, pour vous donner une idée, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, de ce que ça peut donner... De ce que ça peut donner, voilà un tableau que j'ai essayé de faire en m'appuyant donc sur un certain nombre de sociologues qui ont écrit des livres récemment, ces dernières années, sur le thème de la modernité. Et j'ai essayé de les situer donc en croisant leur interprétation des transformations. Alors j'ai proposé trois lectures, le thème de la crise, le thème de l'inflexion, donc modernité avancée ou tardive, et le thème de la rupture. Donc est-ce qu'ils résonnent en termes de crise, d'inflexion ou de rupture, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'ils valorisent la modernité ou est-ce qu'ils valorisent plutôt la notion de postmodernité? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que c'est souhaitable qu'il y ait une rupture? Et évidemment, vous voyez que ça se complique encore si on considère que postmoderne, ça peut vouloir dire ce qui est déjà présent ou ce qui pourrait être présent demain. Donc, ça vous donne en fait un nombre de positions assez important. J'ai essayé de limiter ici à 7 positions. Les cases vides, ça correspond soit à des positions contradictoires, soit à des positions qui sont rarement tenues. Donc je m'en suis tenu à des positions qui sont relativement fréquemment tenues. Et vous voyez que ça donne des choses déjà assez complexes, où
En plus, il faut souligner que dans chaque case, il y a un certain nombre d'auteurs qui n'ont pas forcément la même lecture du temps présent. Tout ça pour montrer que ces catégories sont des outils qui permettent un peu de repérer comment des auteurs raisonnent, mais que, évidemment, il faut les prendre avec pas mal de distance. Il faut jongler avec tout ça et essayer surtout de voir comment ils raisonnent, qu'est-ce qu'ils nous disent du temps présent et pourquoi ils pensent que c'est problématique, pourquoi ils pensent que c'est très pertinent, pourquoi ils pensent que c'est très positif, etc. Donc ce que je pense important de retenir de tout ça, c'est que ce qui me paraît important, c'est qu'on ne peut pas employer ces catégories de façon innocente, comme si elles étaient des étiquettes transparentes, et qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on met derrière, quel sens on leur donne, pour pas que ça soit simplement synonyme de ce qui change tout le temps, du changement, du nouveau, du contemporain. Alors, je vais passer à un premier ensemble de réflexions assez rapidement sur le caractère relationnel d'abord des termes. La citation que Sandrine a lue vous montre l'articulation entre moderne et classique. Ce matin, on a parlé de l'articulation entre moderne et ancien. Eh bien, le mot moderne, le terme moderne, est un terme relationnel par définition. Il ne peut pas prendre de sens tout seul. Il prend sens dans une relation. Et historiquement, cette relation a d'abord été la relation, le couple moderne-ancien. Le couple moderne-ancien qui démarre en fait beaucoup plus tôt que ce qui a été dit ce matin, qui démarre au 5e siècle, avec les premiers, notamment les chrétiens, la conscience que les chrétiens ont de la rupture avec l'Antiquité en particulier. Et puis donc le couple moderne-ancien se met en place là. Et puis, par la suite, il va y avoir différentes querelles des modernes et des anciens, dont celle du XVIIe, mais il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est bien le rapport du temps présent de l'époque, du temps contemporain de l'époque, à l'Antiquité. Comment on se positionne par rapport à l'Antiquité ? Parce que l'Antiquité a bien sûr été... pour beaucoup en Europe, a été quelque chose, une référence essentielle. Et donc la question de savoir fallait-il imiter, fallait-il revenir a été une question centrale. Et toute la dynamique de ce couple moderne-ancien, elle tient justement à ce rapport ambivalent qui d'abord va être souvent sur le modèle du retour à, de l'imitation, et qui va notamment donner l'opposition Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. Et l'humanisme de la Renaissance, avant même cette notion de temps moderne, l'humanisme de la Renaissance, c'est bien ce sentiment qu'il y a eu des âges obscurs, le Moyen-Âge, les âges sombres, et puis que maintenant on va revenir, il y a une renaissance, et qu'on va revenir à l'Antiquité. La Renaissance, d'ailleurs, il y a déjà une renaissance au XIIe siècle, une petite renaissance, c'est-à-dire que la Renaissance, c'est pas seulement la grande renaissance du XVIe siècle, mais il y a des moments comme ça où on redécouvre l'Antiquité, parce qu'on y voit évidemment un moment lumineux dans l'histoire de l'humanité. On y voit un moment donc où on peut imaginer qu'il y a là des modèles classiques et intemporels dont il faudrait s'inspirer.